Bonjour à tous et bienvenue à cet événement spécial en honneur de la Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes âgées. Nos séries de conférences Les Boomers brillants et Ensemble nous prenons soin se sont joints afin de vous offrir une semaine de webinaires où nous accueillerons plusieurs experts dans le domaine de la maltraitance et de la bientraitance des personnes âgées. Depuis 2007, le Comité d'éducation du Centre de recherche et d'études sur le vieillissement de l'Université McGill a commencé la série de conférences Boomers brillants afin de suggérer des mesures pratiques pour améliorer et maintenir la santé cérébrale ainsi que promouvoir des choix de vie sains pour la population vieillissante. Nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui nos conférencières, Dr. Marie-Ève Bédard et Dr. Carmen Lemelin. Dr. Marie-Ève Bédard est chercheure principale au Centre collégial d'expertise en gérontologie du Cégep de Drummondville. Elle est une gérontologue sociale dont les travaux concourent à la santé, au bien-être, à la qualité de vie et à la santé, à la sécurité des personnes aînées, et ce, tant au Canada qu'à l'international. Elle est également professeure associée à l'École de travail social à l'Université de Sherbrooke et représente le Québec au CA du Réseau canadien pour la prévention des mauvais traitements envers les personnes aînées. Dr. Carmen Lemelin est une conférencière et formatrice dynamique d'expérience. Elle est renommée par son expertise en psychologie du couple. Elle est chercheure au Centre collégial d'expertise en gérontologie du Cégep de Drummondville. Ses recherches portent sur les couples aînés, notamment ceux qui se retrouvent en situation de proche aidance. Elle a complété son doctorat en psychologie avec une spécialisation en couple et famille. Elle est également psychologue en règle au sein de l'Ordre des psychologues du Québec. Avant de donner la parole à nos conférencières, nous aimerions remercier notre commanditaire, l'application mobile bilingue MeadowClock, un outil qui permet aux proches aidants de faciliter le suivi, la communication et l'organisation d'une personne en perte d'autonomie. Elle offre une meilleure tranquillité d'esprit aux proches aidants, aux professionnels de la santé, aux personnels des résidences et ce, surtout aux personnes ayant besoin de soutien. De plus, nous voulons vous rappeler de fermer vos micros et d'attendre la fin de la présentation pour poser vos questions. Vous aurez aussi la possibilité de les inscrire dans la boîte de discussion. Prenez note que cet événement est enregistré, mais par souci de confidentialité, l'enregistrement cessera lors de la période de questions. Et maintenant, j'inviterai Dr. Bédard et Dr. Lemelin à débuter leur présentation. Le placard, c'est pour les balais, un jeu sérieux pour prévenir et contrer la maltraitance envers les personnes LGBTQ+, dans les RPA. Merci et bonne présentation. Merci Valérie. Est-ce que vous voyez tout bien l'écran? Je vois juste une personne que l'écran n'est pas fermé. Donc, Madame Karine Proux, je vois vos réactions. Alors, ça me fait vraiment plaisir, là, Carmen et moi, d'être ici aujourd'hui pour vous présenter notre jeu sérieux, le placard, c'est pour les balais. Puis on remercie également là, le Centre McGill de nous donner l'opportunité de vous présenter ce travail-là qu'on a fait dans les dernières années. Donc, avant de commencer, à quoi sert le jeu sérieux, le placard, c'est pour les balais? Je m'en vais ici, ça va changer. Ça vise à sensibiliser les résidents, les membres du personnel et les dirigeants à la maltraitance envers les personnes LGBT+, dans les résidences privées pour les personnes aînées, à ses conséquences et aux moyens de la prévenir et de la contrer. Ce jeu-là découle d'un projet de recherche-action qui se nommait « Des résidences privées plus saines, sécuritaires, accueillantes et inclusives au moyen d'un jeu sérieux visant à prévenir et à contrer la maltraitance envers les personnes aînées lesbiennes, gays, bisexuelles et trans ». C'est un projet de recherche qui a été réalisé de novembre 2020 à novembre 2022 et il a été mené avec de multiples partenaires, dont le Centre collégial d'expertise en gérontologie du Cégep de Drummondville, la résidence jazz de Drummondville, le groupe régional d'intervention sociale Gris-Maurice-Centre du Québec, la chaire de recherche sur la maltraitance envers les personnes aînées, le département de psychiatrie de neurosciences de l'Université Laval, le Centre d'initiation à la recherche et d'aide au développement durable du Cégep de la Gaspésie des Îles et le Centre en imagerie numérique et médias interactifs du Cégep de Sainte-Foy. Avec ces partenaires-là, on avait aussi des collaborateurs qui étaient des acteurs du milieu de la recherche et de la pratique qui ont développé des savoirs d'expérience qui étaient essentiels à la réalisation de ce projet-là. On avait avec nous le Réseau canadien pour la prévention des mauvais traitements vers les personnes aînées, Diversité 02, Gris Montréal, l'Association pour la diversité sexuelle et de genre de la Baie des Chaleurs, la Fondation Émergence et l'Institut et Haute École de la santé, la Source.
Donc, on avait des partenaires et des collaborateurs de la Baie des Chaleurs à Vancouver, puis même de Suisse. Alors, on était vraiment une belle gang sur ce beau projet-là pour réaliser le jeu sérieux. La recherche elle a été financée par le Fonds de recherche du Québec, Société et Culture et ses partenaires. On avait le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, le ministère de l'Immigration et de la Francisation et de l'Intégration, le ministère de la Santé et des Services sociaux et la Société d'habitation du Québec. Et c'était dans le cadre d'une action concertée, programme de recherche sur les personnes aînées vivant des dynamiques de marginalisation et d'exclusion sociale. Alors, on répète, c'est toujours très court. Donc, d'ailleurs, on remercie vraiment les personnes et ces organisations, partenaires et collaboratrices là, qui participent à ce webinaire aujourd'hui. Puis, on remercie également les résidents, les membres du personnel et les résidents de la résidence Jazz de Drummondville pour leur précieuse contribution à cette recherche-ci. Dans la recherche, nous avions 5 objectifs spécifiques qui étaient visés. Donc, d'abord, pour prévenir et contrer les situations de maltraitance envers les personnes aînées, en fait, on a réalisé 5 objectifs suivants. Donc, d'abord, identifier et de mieux comprendre des situations de maltraitance qui existaient envers les personnes aînées LGBT qui vivaient en résidence privée pour aînés. Deuxièmement, on voulait identifier les interventions qui étaient réalisées déjà par ces personnes-là dans les RPA, tant par les résidents, les membres du personnel, les dirigeants, visant à prévenir ou contrer la maltraitance. On voulait développer un jeu sérieux, visant à prévenir et contrer la maltraitance envers les personnes aînées LGBT qui vivent à RPA. On voulait implanter ce jeu-là dans la résidence partenaire, soit la résidence Jazz à Drummondville, et on voulait évaluer, évidemment, le jeu, donc tant au niveau du contenu, sa forme, l'expérience d'utilisateur, mais aussi les impacts de son implantation. Donc, au-delà de toutes ces étapes de recherche, d'un projet de recherche habituel, que ce soit dans la recension des écrits, le développement du jeu, on a fait tout ce qu'on a fait s'appuie sur les propos de 15 personnes. Donc, Marie-Ève va vous en dire un peu plus à propos du déroulement de la recherche. Ça s'appuie sur les propos de 15 personnes, dont 2 dirigeants, dont une personne gay, 5 membres du personnel, dont 2 personnes lesbiennes ou bisexuelles, et de 8 résidents, dont 3 personnes lesbiennes et gays, de 5 résidences privées pour aînés du Québec qu'on a rencontrées lors d'entrevues. Ces personnes-là nous ont partagé des situations problématiques vécues ou dont elles ont été témoins en lien avec l'orientation sexuelle et l'identité de genre et des interventions pour les prévenir et les contrer. Ces situations-là ont été analysées à la lumière de la terminologie québécoise sur la maltraitance envers les personnes aînées et ces situations et ces interventions ont permis de créer les scénarios qui sont contenus dans le jeu sérieux. Alors, tout au long du développement du jeu, il y a aussi eu 3 rencontres avec des résidents, des membres du personnel et des dirigeants de la résidence Jazz qui ont été réalisées pour leur présenter le jeu sérieux, leur permettre de l'expérimenter, les accompagner dans son utilisation, recevoir leur rétroaction par rapport à celui-ci et conséquemment le bonifier. Alors, on a pu connaître leur appréciation à l'aide d'un formulaire fondé sur les dimensions du User Experience Honeycomb. Au total, il y a 38 personnes qui ont participé à ces rencontres-là. On avait également un comité de travail qui était composé d'acteurs de la résidence Jazz de Drummondville et on avait environ une rencontre aux 2 mois pour s'assurer que le jeu réponde à leurs besoins et qu'il soit utile et utilisé. Maintenant, qu'est-ce que nous allons voir aujourd'hui, Carmen? Alors, au menu, on va voir le format du jeu sérieux. Le placard, c'est pour les balais. On va découvrir ensemble le jeu. Je suis sûre que vous êtes curieux de voir à quoi il ressemble. Vous allez prendre connaissance des conditions de succès pour implanter le jeu, découvrir le contenu de la trousse d'implantation et on terminera à la fin par une période de questions. Donc, avant d'aller plus loin, peut-être intéressant de se questionner sur la maltraitance envers les personnes aînées. C'est quoi? De quoi il s'agit? Donc, on va dire qu'il y a de la maltraitance quand il y a une attitude, une parole, un geste ou le défaut d'une action appropriée qui arrive une fois ou à répétition, qui se produit dans des relations avec une personne ou une collectivité ou même dans des organisations, comme les organisations des RPA par exemple, où il devrait y avoir de la confiance et que ça cause soit intentionnellement ou non du tort ou de la détresse chez une personne adulte. Et dans le présent cas, bien, on parle de personnes adultes LGBT. La maltraitance, ça peut prendre 2 formes, de la violence ou de la négligence. Et dans le cas, il y en a 7 types, donc psychologique, physique, sexuelle, matérielle ou financière, organisationnelle, on peut même penser à l'agisme ou la violation des droits. Pourquoi c'est important de s'intéresser à la maltraitance chez les personnes aînées LGBT? C'est sûr parce que ça fait partie de notre projet de recherche, mais Marie-Ève va vous en dire un petit peu plus sur le sujet.
Donc, au-delà de ça, on a vu qu'il y avait des expériences d'homophobie et de transphobie qui étaient vécues par les personnes aînées LGBT+, dans les résidences privées pour les personnes aînées. En raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre, elles sont davantage exposées à des formes ou des types de maltraitance, telles que la négligence, la discrimination ou le harcèlement. Et les conceptions hétéronormatives peuvent amener d'un côté la direction à ne pas adopter de mesures adéquates pour cette population, parce qu'elle pourrait n'avoir aucune personne LGBT+ dans la résidence, ou que ces personnes ne souhaitent pas être identifiées. D'un autre côté, en l'absence de pratiques inclusives, il y a des personnes aînées LGBT qui hésitent à se rendre visibles. Pour Denise, 70 ans, lesbienne, quand tu vas passer toute ta vie à te cacher, te protéger pour ne pas perdre ton emploi ou tes enfants, que tu as maintenant 70 ou 80 ans, pourquoi prendre le risque de le dire, de te retrouver seule à manger à table? Si je ne peux pas parler de mes souvenirs, des femmes que j'ai aimées, on m'enterre déjà, on m'efface alors que je suis toujours là. Il était difficile de tracer un portrait nuancé et exhaustif des conditions de vie des personnes aînées LGBT+ dans les résidences et des expériences de maltraitance qu'ils étaient susceptibles de vivre en raison de la rareté des recherches à ce sujet au Québec et au Canada. Il était donc pertinent socialement et scientifiquement de réaliser une recherche sur cette problématique complexe. Alors, il y a un groupe d'organisations que je vous ai nommé au début de la présentation qui était issu des domaines de la recherche et de la pratique du Québec, du Canada et de Suisse qui se sont unis pour réaliser une recherche-action, donc celle-ci, qui avait pour objectif général de prévenir et contrer les situations de maltraitance envers les personnes aînées LGBT+, vivant dans les résidences privées pour les personnes aînées par une meilleure compréhension de ces situations, mais aussi le développement, l'implantation et l'évaluation d'un jeu sérieux. Alors, Carmen, qu'a-t-on trouvé? En fait, on a trouvé comme résultat d'abord que à partir de nos analyses des entrevues individuelles, que la situation de maltraitance se produisait dans 5 types de rapports. D'abord, le résident envers lui-même, donc dans son propre discours, entre les résidents, d'un résident vers un employé, d'un employé vers un résident ou même entre employés. Les résultats montrent aussi que la maltraitance psychologique, physique, sexuelle et des violations de droits sous la forme de violence ou de négligence. Des maltraitances organisationnelles ont aussi été relevées dans nos résultats. Et elles engendrent en fait des conséquences psychologiques et des conséquences sur les interactions sociales des gens, tant chez les personnes maltraitées que chez les témoins. Quelle est la nature de ces situations-là, Marie-Ève? Dans le rapport entre un résident vers lui-même, on a vraiment vu, par exemple, des résidents qui ne s'identifient pas en tant que personne LGBT+, pour ne pas subir de la maltraitance comme des mauvais commentaires. Ou bien, dans le rapport entre résidents, un résident qui pointe du doigt un résident LGBT+, des résidents qui ne s'assoient pas à côté de résidents LGBT à la salle à manger, des résidents qui tiennent des propos déplacés, commentent négativement, parlent entre eux contre un résident LGBT+, des résidents qui portent des jugements sur l'orientation sexuelle, par exemple, qui fait la femme, des résidents qui racontent des blagues homophobes, qui ne parlent pas à une résidente lesbienne lorsque son orientation sexuelle est dévoilée, un résident qui en dévalue un autre en lui attribuant le nom de fille ou de tapette, un résident qui dit le mot fille ou tapette, je l'ai entendu. Des résidents qui manifestent ouvertement leur désaccord quant à leur orientation sexuelle de résidents LGBT+. Il y a aussi une résidente qui présume qu'une autre résidente est lesbienne en fonction de son habillement. Regarde comment elle est habillée, de manière masculine. Ça doit être une lesbienne. Dans le rapport entre un résident et un employé, il y a des résidents qui diffusent que des employés sont LGBT+, qui ont un bavassage, un commérage, alors qu'un employé qui craint de perdre son emploi modifie son profil Facebook, cache son statut de couple au résident. Il y a aussi des résidents qui font des blagues homophobes qui ne mesurent pas non plus la portée de leurs propos. Des résidents qui tiennent des propos à connotation sexuelle envers une employée lesbienne sans savoir qu'elle est issue de la diversité sexuelle et de genre. Tu dormis toute seule, tu m'ouvres l'appétit. Dans le rapport entre un employé et un résident, on a vu un employé qui brime l'intimité de résidents LGBT+, parce que la clé de la chambre des appartements et la personne ne peut pas mettre de photos, par exemple, avec son partenaire. Les employés qui n'abordent pas la question de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre dans les soins ou les services. Un employé qui ne souhaite pas faire la toilette personnelle d'un résident gay car il ne veut pas le stimuler. Un dirigeant qui présume que 2 hommes qui habitent ensemble sont seulement colocataires. Un dirigeant qui ne veut pas se faire corriger par une tapette, dit-il. Il y a aussi dans le rapport entre employés, un employé qui tient les propos homophobes devant un employé sans savoir qu'elle est issue de la diversité sexuelle. Il dit « Ces maudits pédés mériteraient de mourir, le bon Dieu ne les a pas créés pour faire ça ». Alors, on voit la dureté des propos. Dans les maltraitances organisationnelles, comme Carmen l'a nommé, il y a aussi le fait que l'orientation sexuelle et l'identité de genre ne sont pas abordées dans la résidence, par exemple dans les communications aux résidents. Le fait qu'il n'y a pas d'activité organisée pour les personnes LGBT+ dans la résidence, par exemple des soirées. Il y a une employée qui dit « Il y a carrément un malaise là-dedans, on passe tous pour des fantômes ». Il y a aussi l'offre de soins ou de services qui est inadaptée aux besoins des personnes LGBT+. Il y a des procédures de location qui obligent une résidente LGBT+ à déclarer sa situation fiscale, donc son orientation sexuelle. Elle dit « J'avais une crainte d'avouer mon homosexualité à l'agent de location, mais je n'avais pas le choix parce qu'en étant mariée avec ma conjointe, il y avait des questions fiscales à remplir. »
Il y a aussi dans les maltraitances organisationnelles à la salle à manger, lors de la pandémie, les personnes qui vivaient ensemble devaient s'asseoir un à côté de l'autre, alors que celles qui vivaient dans un autre appartement devaient s'asseoir en face. Et ça a contribué à hâter des personnes qui ne voulaient pas nécessairement. Il y a aussi un couple de femmes qui est nommé coloc dans les documents de location et un résident LGBT+, qui n'est pas certain que les gestes d'affection soient tolérés dans la résidence, qui pourtant, les gestes d'affection, le toucher, c'est le sens qui demeure le plus long. Les entrevues individuelles ont aussi permis de dégager des interventions pour prévenir et contrer les situations de maltraitance et ce matériel-là a été regroupé dans des fiches qui se trouvent en annexe de la trousse d'accompagnement qu'on va vous présenter un petit peu plus tard. Mais là, Carmen, je suis sûre que tout le monde se pose la question, qu'est-ce qu'un jeu sérieux? Un jeu sérieux, en fait, c'est une application informatique qui va combiner à la fois une intention sérieuse, même une intention d'apprentissage, une intention pédagogique, ou informative avec un environnement de jeux vidéo. Ça va permettre de développer des habiletés de communication, évidemment d'échange, de coopération à travers le jeu. Ça va permettre aussi aux gens d'essayer de résoudre des problèmes au moyen d'un environnement immersif qui est motivant, qui est favorable aux apprentissages. En fait, une façon fort pertinente de faire de la sensibilisation et puis d'agir sur soit les connaissances, les attitudes ou les comportements des gens. Fait que dans le fond, ça nous est apparu une avenue qui était intéressante et pertinente pour le sujet de la recherche et pour outiller, en fait, les gens des RPA à la maltraitance envers les personnes LGBT. Et aussi par rapport aux conséquences que ça génère, puis aux moyens qu'on pourrait utiliser pour les prévenir et les contrer. Évidemment, un jeu sérieux, ça le dit, c'est un jeu. Fait qu'on peut se tromper, on peut faire des essais, on peut être incité à progresser dans le jeu, et ça, sans conséquence. Il y a peut-être des fois où les gens se sont dit, j'aurais le goût d'y répondre telle chose, mais là, on peut le tester dans le jeu puis voir qu'est-ce que ça donne sans que ça crée de problématiques dans notre vie personnelle. Mais c'est aussi un jeu qui doit être réaliste. Donc, les joueurs doivent s'identifier facilement aux images qu'on leur présente, aux voix et aux situations. Le jeu qu'on va vous présenter, dans le fond, le côté réaliste, c'est que tous les scénarios qu'on va vous présenter ont été des éléments qui étaient issus de nos entrevues. Le rythme, la progression et l'ergonomie devaient aussi être adaptés aux personnes aînées. Donc, on s'est assuré que le jeu avait aussi des composantes qui permettaient de faire en sorte que les personnes aînées peuvent l'utiliser facilement. Mais c'est un jeu sérieux aussi, donc les joueurs sont témoins de diverses situations problématiques qui peuvent arriver à l'intérieur d'une RPA. On va leur demander de faire des choix parmi des propositions qu'on va leur faire, de répondre dans des situations ou d'actions dans des situations. Ils vont simplement avoir à cliquer sur le cercle qui correspond au choix qu'ils veulent faire. Ensuite, ils vont voir qu'est-ce qui va se passer dans le dénouement de la situation. On a noté qu'il y a des joueurs dans le jeu qui sont un peu des spectateurs des situations. Donc, ils sont libres d'explorer tous les choix. C'est pas parce que quelqu'un clique sur un bouton que nécessairement c'est ce qu'il ferait dans la situation. Il peut simplement vouloir explorer ce choix-là. À la fin de chacune des situations, il y a une rétroaction qui va leur expliquer qu'est-ce qui a mené à la situation de maltraitance et comment on aurait pu éviter de se retrouver dans une situation de maltraitance. Donc, on a comme une petite rétroaction là, qui aide les gens à apprendre. Le jeu sérieux comporte 4 scénarios avec 4 histoires vécues par différents personnages. Donc, on va découvrir à travers le jeu Madame Ruelle, qui est en fait une future résidente dont la conjointe vient de mourir. Donc, on va la retrouver avec l'agente de location. Et là, on pourra se poser la question, est-ce qu'elle va révéler son orientation sexuelle ou pas, puis quelle va être la réaction de l'agente de location. On va découvrir aussi Paul qui est le concierge de la résidence, qui lui doit se rendre dans un appartement pour faire une réparation, un appartement qui est habité par 2 hommes. Et là, il va se rendre compte que c'est un couple de même sexe. Ça va être quoi sa réaction? Julie, qui était une réceptionniste à la résidence, qui se fait entretenir par un résident, donc qui tient des propos homophobes. Comment est-ce qu'elle va réagir? Et on a finalement Madame Dion, qui est une résidente qui a osé révéler, dans le fond, à une amie qu'elle était lesbienne, et dans le fond, dont l'amie va révéler à un groupe d'autres résidents, sans sa permission, son orientation sexuelle. Alors, ça va être quoi la réaction de Madame Dion? Marie-Ève, qu'en est-il des conditions de succès à l'implantation d'un tel jeu dans une résidence? Alors, on a plusieurs pistes pour y arriver. D'abord, il faut jouer, jouer, jouer.
en jouer le plus de fois possible. Donc, de multiplier les activités ou les temps de jeu sérieux au sein de la résidence pour sensibiliser le plus de résidents et de membres de personnel possible à la maltraitance envers les personnes LGBT+, à ses conséquences et aux moyens de la prévenir et de la contrer. Le jeu, c'est vraiment un outil utile pour ouvrir la discussion sur les enjeux des personnes LGBT+, au sein des résidences, dans un climat de confiance qui favorise l'ouverture et le respect. On peut aussi offrir une formation aux membres du personnel sur les réalités et les besoins des personnes LGBT+, pour encore mieux les outiller. Le fait d'aborder la diversité sexuelle et de genre, c'est un enjeu sensible et on invite le personnel des résidences privées pour aînés à se sensibiliser afin d'aider aux situations problématiques qui pourraient émerger et de pouvoir y faire face. Alors, n'hésitez pas à entamer une démarche plus complète d'inclusion de la diversité sexuelle et de genre en formant les membres de votre personnel, de votre milieu. Il y a plusieurs formations et outils complémentaires qui existent. On va vous inviter à consulter l'annexe 5 de la trousse d'accompagnement. Vous pouvez aussi favoriser le mieux vivre ensemble dans vos activités quotidiennes en promouvant l'inclusion et la diversité, d'organiser des journées thématiques, par exemple la journée de lutte contre la maltraitance envers les personnes aînées du 15 juin ou la journée internationale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie qui se déroule le 17 mai, d'organiser des discussions sur le respect, la diversité ou l'inclusion des nouveaux résidents ou des membres du personnel, de présenter le jeu, les règles de la résidence, le code d'éthique et la politique antidiscriminatoire, par exemple, valoriser et remercier les bons coups des résidents et des membres du personnel par des journées reconnaissance, envisager la création d'un comité LGBT+, afin d'approfondir, de favoriser la mise en place d'activités, par exemple sensibilisation, films et un sentiment d'appartenance chez différents acteurs de la résidence, que ce soit les résidents, les membres du personnel qui font partie de la communauté LGBT+, ou qui veulent s'y impliquer. Puis ça va vraiment être des occasions de parler d'un sujet qui est généralement peu abordé dans les résidences, dans un cadre sécuritaire qui favorise la sensibilisation et qui encourage le partage et l'ouverture. Et là, on parle beaucoup et on sait que vous voulez voir le jeu, alors allons-y. Quand vous allez ouvrir le jeu sérieux, le placard, c'est pour les balais, vous allez voir un tutoriel qui explique vraiment comment jouer au jeu. On va voir un message d'avertissement qui prévient les joueurs de la sensibilité du sujet. On voit aussi la page d'accueil et on peut faire le choix de la situation à jouer. On va donc vous présenter une courte vidéo qui vous présente un extrait du jeu. Et là, vous me pressez de voir là, si vous entendez bien, le vidéo. Sélectionnez un personnage pour voir son histoire. La conjointe de Mme Ruel est décédée après 20 ans de vie commune. Leur grande maison semble maintenant bien vide et Mme Ruel ne se sent plus la force de l'entretenir. Elle décide donc de la vendre et d'aller vivre dans une résidence pour personnes aînées qui correspond à ses besoins. Une nouvelle vie s'ouvre devant elle et pourtant elle se questionne. Devra-t-elle cacher son orientation sexuelle? Est-ce que les personnes LGBT+ sont les bienvenues dans la résidence qu'elle a choisie? Est-ce que s'identifier comme lesbienne lui vaudra de mauvais commentaires, voire pire? Accompagnons Mme Ruel lors de sa première rencontre avec l'agente de location. Pour m'assurer de vous offrir les meilleurs avantages fiscaux à la résidence, j'ai quelques questions à vous poser. D'abord, avez-vous un conjoint? Malheureusement, je suis veuve. Oh, je suis désolée de l'apprendre. Ça fait longtemps que vous avez perdu votre mari? Que feriez-vous à la place de Mme Ruel? 1. Parler du deuil de sa conjointe, révélant ainsi son orientation sexuelle. 2. Ne pas corriger l'agente de location en lui disant qu'elle a perdu son conjoint depuis peu, cachant par le fait son orientation sexuelle et la perte de sa conjointe. Malheureusement, je suis veuve. Mon conjoint est décédé il y a peu de temps. C'est pas facile. Oh, je suis désolée de l'apprendre. C'est toujours triste quand une belle histoire d'amour se termine. Donc, si l'on doit malheureusement exclure votre défunt mari, y a-t-il des personnes que vous souhaitez ajouter à la liste des visites? Vos enfants, peut-être? Ah ben oui, j'ai 2 beaux enfants. Sébastien et Marie-Hélène. Ce sont des adultes bien occupés, mais ils trouvent toujours un moment pour visiter leur vieille mère. Très bien, Madame Ruel, c'est noté. Nous en avons fini avec le questionnaire. Je vous raccompagne. Selon vous, comment se sent Mme Ruel après avoir caché son orientation sexuelle et sa relation de couple avec sa conjointe décédée? 1. Elle est très triste de s'être sentie obligée de cacher sa relation de couple avec sa conjointe décédée et son orientation sexuelle une fois de plus.
2, elle est soulagée d'avoir été prudente et de ne pas avoir révélé son orientation sexuelle. Bon, ben, je suis encore une fois confrontée à retourner dans le garde-robe. Désolée, Aline, mon amour. Je ne suis pas très fière d'avoir omis de parler de notre histoire. Je m'en veux. Ça sera pas facile de m'intégrer ici. Il va falloir que je fasse attention à ce que je dis devant les employés, les autres résidents. Surtout, ne pas trop attirer les regards pour ne pas être discriminée. Dans cette situation, Mme Ruel a choisi de ne pas révéler son orientation sexuelle, et ce, par peur de recevoir de mauvais commentaires, des insultes ou d'être rejetée. Cette situation inconfortable peut engendrer des conséquences pour Mme Ruel. Elle peut se refermer sur elle-même, éprouver de la tristesse, de la honte, de la colère, ainsi que vivre un important sentiment de solitude. Qu'aurait pu faire l'agent de location pour éviter que cette situation ne se produise? Dès l'arrivée de chaque nouvelle personne résidente, l'agente de location, avant de poser ses questions, peut l'informer que la résidence est ouverte à tout le monde. La résidence peut d'ailleurs se doter d'une politique antidiscriminatoire et de la documentation inclusive peut être affichée à différents endroits. L'agente de location peut poser des questions de façon neutre afin d'éviter de présumer que toutes les personnes sont hétérosexuelles ou cisgenres. Par exemple, êtes-vous en couple? Partagez-vous votre vie avec quelqu'un? Plutôt que avez-vous une conjointe ou avez-vous un mari? D'une manière générale, l'adoption d'une approche inclusive, procédure politique, aide à créer le lien de confiance avec les personnes issues de la diversité sexuelle et de genre et facilite une ouverture à répondre aux questions. Elles ne se sentiront pas jugées, mais accueillies telles qu'elles sont. Elles auront alors plus de facilité à être elles-mêmes, à s'ouvrir aux autres et ainsi éviter l'isolement. Cependant, le choix de révéler ou non leur orientation sexuelle ou leur identité de genre leur appartient, car cela dépend de leur sentiment de sécurité. Pour toute question relative à une situation de maltraitance envers les personnes aînées LGBT+ dans les résidences privées, nous vous invitons à contacter la ligne Aide Abus Aînés au 1-888-489-2287. Sélectionnez un personnage. Alors, vous voyez, dans ce jeu-là, selon la situation choisie, il y a autant de dénouements, de rétroaction que de choix effectués. Parce que selon les choix que vous allez faire, ça n'arrivera jamais au même résultat. Et à la fin des 4 scénarios, il y a une conclusion qui fait vraiment retour sur les notions apprises tout au long des scénarios du jeu. Et pour vous aider à mettre en place ce jeu-là dans la résidence, on a une trousse d'implantation. Alors, Carmen, voyons voir c'est quel contient. Oui, dans la trousse, on va retrouver des éléments qui vous aident à planifier, dans le fond, excusez-moi, à planifier, dans le fond, un événement avec le jeu sérieux et, dans le fond, des éléments qui tournent autour ou qui vous aident à planifier le jeu sérieux. D'abord, on a les prérequis à l'implantation, donc, trouver là où la personne ressource pour le jeu, les ressources matérielles à prévoir au sein de la RPA. On a un bon nombre de documents à imprimer qui accompagnent le jeu. Donc, ils sont situés dans l'annexe de la trousse. Entre autres, on a 4 documents qui expliquent les différentes façons d'utiliser le jeu dans différents contextes. On va y revenir un petit peu plus tard. Il y a un document sur les interventions possibles pour prévenir et contrer les situations de maltraitance envers les personnes LGBT. On a évidemment la fiche de promotion, les petites cartes, dans le fond, à remettre à ceux qui ont joué au jeu. Un document sur les formations et les outils disponibles, un document sur différentes ressources d'aide. Et si vous voulez poursuivre, dans le fond, dans la même veine, dans la RPA, pour pouvoir, encore une fois, être plus inclusif envers les personnes LGBT, bien, on a décidé de vous faire des propositions culturelles, c'est-à-dire des séries, des films que vous pourrez utiliser, là, qui mettent en lumière la communauté LGBT. Donc, au niveau des personnes ressources pour implanter le jeu dans la RPA, ben, il importe de se poser là, 2 questions. C'est qui est la meilleure personne pour faire vivre ce jeu-là à l'intérieur de la RPA?
c'est qui la meilleure personne pour accueillir aussi les situations? Parce que lorsqu'on va jouer au jeu, c'est sûr que des gens vont peut-être identifier certaines situations qu'ils ont vues, qu'ils ont vécues. Donc, à qui on pourrait adresser tout ça? Il peut s'agir de la même personne, de personnes différentes dans la résidence. La personne dédiée à faire vivre le jeu à l'intérieur de la RPA peut être un membre du personnel, par exemple le responsable des loisirs. Pourrait faire, entre autres, la promotion du jeu, animer les activités de sensibilisation, expliquer le fonctionnement du jeu aux gens, répondre aux questions des joueurs. C'est important que la personne responsable fasse vivre le jeu sérieux à l'intérieur, prenne connaissance de la trousse d'implantation. Donc, qu'elle ait joué au jeu, qu'elle ait lu la trousse d'implantation, qu'elle ait regardé un peu ce qui se trouve. La personne responsable de recueillir les situations, dans le fond, qui se sont produites. On peut aussi être un membre du personnel ou une personne extérieure à la RPA. Cette personne-là pourrait, entre autres, écouter et soutenir des joueurs s'ils vivent ou ont vécu ou ont été témoins de situations de maltraitance au sein de la résidence. Ça peut être les aider aussi à trouver des solutions dans les situations qui sont rapportées. Elle pourrait également aider des nouveaux résidents ou des membres du personnel à intégrer, dans le fond, la résidence à travers le jeu. C'est important que cette personne-là détienne une formation psychosociale pour que, dans le fond, elle arrive à créer des liens de confiance avec les gens, que les gens se sentent en confiance, de leur confier ce qu'ils vivent, leurs émotions par rapport à ça, qu'elle puisse intervenir aussi de façon confidentielle auprès d'eux. Donc, il est pertinent que cette personne suive une formation sur les réalités et les besoins des personnes LGBT. Une telle personne ressource pourra faire en sorte que des situations de maltraitance soient prévenues ou se corrigent rapidement au sein de la résidence. Quelles sont les ressources matérielles à prévoir maintenant au sein de la résidence privée pour aînés? Bien, ça prend des ordinateurs ou des tablettes électroniques sur lesquelles le lien peut être installé. Ça prend des écouteurs. Si on est dans une pièce où il y a plusieurs ordinateurs, pour que ça devienne cacophonique quand chacun joue au jeu. Ça prend les documents imprimés aussi, dans le fond, pour permettre aux gens de jouer dans le contexte dans lequel on a prévu de les faire jouer, mais aussi des documents imprimés peut-être pour faire la promotion également du jeu. Qu'en est-il des types d'utilisation du jeu possibles? Tantôt qu'on vous dit qu'il y a plusieurs contextes possibles, mais dans le fond, il y a comme 4 façons où on peut jouer au jeu. D'abord, on peut vouloir que les gens jouent dans le confort de leur appartement, donc chacun pour eux, et rendre disponible le lien. Donc, dans ce temps-là, on peut regarder la fiche qui s'intitule « Un jeu sérieux dans le confort de votre foyer », qui détaille un petit peu comment s'y prendre pour pouvoir réaliser tout ça. Ça se peut qu'on ait un salon d'ordinateur, de tablette au sein de la résidence sur lequel on voudrait installer le lien et inviter les gens à jouer. Donc, si on veut faire ça, on peut consulter la fiche « Un jeu sérieux dans le confort du salon d'ordinateur ou de tablette » qui va vous détailler un petit peu les étapes aussi pour réaliser tout ça. Sinon, on peut décider de jouer en groupe. Donc, on peut jouer en petits groupes dans le salon des ordinateurs ou des tablettes, donc où chaque personne va pouvoir faire son propre choix, puis on va avancer dans le jeu. Donc, à ce moment-là, on peut consulter la fiche en petits groupes dans le salon d'ordinateur ou de tablette. Puis, on peut faire un petit peu comme on vient de faire avec vous, c'est-à-dire qu'on présente le scénario, on pourrait faire voter les gens, par exemple, pour quelle serait la réponse à donner. Et là, à ce moment-là, on peut y aller avec une animation du jeu sérieux en grand groupe. Donc, peu importe laquelle option vous choisissez, donc vous pouvez imprimer le document là, pour pouvoir suivre les étapes à réaliser. Marie-Ève va vous parler des interventions qu'on peut faire pour prévenir la maltraitance dans les RPA. Oui, en fait, dans la trousse, donc dans toutes les annexes que vous pouvez imprimer, il y a des interventions pour prévenir et contrer les situations de maltraitance envers les personnes LGBT+, en fonction de si le joueur est une personne LGBT maltraitée, une personne témoin de maltraitance envers une personne LGBT, une personne auteur de maltraitance envers une personne LGBT ou une personne dirigeante de la résidence. Et vous pouvez remettre ces documents-là aux joueurs une fois qu'ils ont complété le jeu ou les laisser à un endroit identifié où ils vont pouvoir les récupérer. Ce qu'on trouve également dans la trousse, il y a une affiche promotionnelle et les cartes dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, vous la voyez à l'écran. L'affiche, entre autres, que vous pouvez modifier, évidemment, pour mettre la date, l'heure qui vous convient. Les cartes, le placard, c'est pour les balais. C'est en fait le fait que quand les gens jouent, on peut leur remettre une petite carte. C'est comme ils deviennent membres du club, d'une certaine façon, de gens qui ont joué au jeu. Ensuite, dans le fond, dans la trousse, on retrouve aussi des documents de formation qu'on vous parlait tantôt. Donc, vous les voyez un peu à quoi ça ressemble. Donc, vous avez la liste des organismes de formation et outils
complémentaires au jeu que vous pouvez, à laquelle vous pouvez vous référer. On vous parlait tantôt de suggestions de séries ou de films, donc vous en avez un petit aperçu. On ne prétend pas d'avoir toutes listées, mais on en a listé les principaux. Et vous avez aussi des ressources d'aide qui pourraient être utiles, donc à référer des personnes, par exemple, dans des situations particulières. Marie-Ève va vous entretenir sur l'appréciation du jeu lors de l'implantation dans la résidence. Alors, les 38 personnes qui ont participé aux rencontres d'expérimentation dans la résidence ont partagé plusieurs commentaires quant à leur appréciation du jeu. On vous en montre quelques-uns. D'abord, très crédible, reflète vraiment des situations réelles de ce que j'ai vécu. Ça m'a fait rire à plusieurs reprises parce que ce sont vraiment des commentaires qu'on entend dans la résidence, un commentaire d'un résident gay. Ensuite, parce que notre génération cachait ça. Donc, certaines personnes ont des préjugés. La formation aide à donner des solutions. Et ça, c'est vraiment une résidente hétérosexuelle qui dit ça. Alors, on peut dire que le jeu peut contribuer à sensibiliser les acteurs des résidences à la maltraitance envers les personnes LGBT+, à ses conséquences et aux moyens de la prévenir et de la contrer. Et le Centre collégial d'expertise en gérontologie du Cégep de Drummondville, mais aussi ses collaborateurs peuvent vous accompagner. D'abord, dans l'implantation du jeu, en vous offrant les services suivants, d'accompagner la personne responsable dans l'implantation du jeu dans la résidence, de former et d'outiller la personne ressource à l'intérieur de la résidence, que notamment comme mandat, notamment de recevoir, d'écouter et d'accompagner les résidents et les membres du personnel qui vivent une situation de maltraitance, d'organiser une activité de sensibilisation clé en main, l'animation, l'expérimentation du jeu, les rétroactions, présenter une conférence sur le thème de la maltraitance envers les personnes LGBT+ dans les résidences et il y a d'autres formations qui peuvent aussi être disponibles selon les besoins. À l'annexe 5 de la trousse d'accompagnement, vous allez trouver aussi des organismes partenaires et collaborateurs du projet qui peuvent aussi vous accompagner par des formations, des outils. Il faut vraiment savoir que le jeu sérieux, c'est un outil complémentaire à tout ce qui se fait de beau et de bon dans les organisations LGBT ou en prévention de la maltraitance. C'est en travaillant ensemble qu'on va commencer à changer les choses. Alors, un dernier élément essentiel, le lien web vers le jeu et sa trousse. Bon, le lien a l'air un peu long comme ça, mais si vous écrivez « Jeu sérieux, le placard, c'est pour les balais, Cégep de Drummondville », vous allez arriver directement sur le jeu et vous allez aussi avoir accès à la trousse d'accompagnement également. Et en primeur, il y a aussi un article qui va sortir dans la revue Gérontologie et Société qui s'appelle Maltraitance envers les personnes LGBT dans les habitations collectives pour aînés, qui va sortir notamment dans le mois de juin, où dans toutes les entrevues individuelles qu'on a réalisées, on a sorti finalement le discours seulement des personnes LG et B, oui, et puis on a mis en lumière leurs expériences de maltraitance et comment ils les nommaient et tout au sein de la résidence, donc ça va sortir bientôt comme information complémentaire. Alors, Carmen et moi, il nous reste à vous dire un grand merci pour votre participation, puis bon jeu!